Alors déjà, bonjour monsieur. On se demandait quel a été votre parcours pour en venir à être responsable scientifique du Tara. Alors, je prends un micro? Ouais. Ouais, c'est mieux, ouais, peut-être. Alors, mon parcours, moi en fait je suis suisse, donc c'est un peu bizarre quand même, parce qu'en Suisse il n'y a pas beaucoup de mer. Et je crois, moi je suis de la génération du commandant Cousteau. Donc j'ai regardé les films de Cousteau, qu'on connaît presque plus aujourd'hui je pense, mais enfin très peu, hein. Je ne suis pas sûr que les enfants regardent Cousteau aujourd'hui, mais moi, clairement, c'est Cousteau, dans ma jeunesse, dans mon enfance, en fait, qui m'a complètement ouvert à la... Enfin, et je voulais je voulais faire du Cousteau, quoi. Donc après, j'ai fait des études de scénographie, j'ai fait des études d'écologie marine à Genève, ce qui était assez compliqué. Et puis après, voilà, je suis entré d'abord... Je suis parti aux États-Unis pendant 5 ans. Puis je suis revenu en France et au CNRS, à la station biologique de Roscoff. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Éric Carcenti, qu'on voit ici sur l'image. Ah non, oui, ici, là, qui est un beau Père Noël. Et qui nous a entraînés dans ce tour du monde avec le Tara. Ouais. Et comment est-ce que vous êtes intéressé au plancton et qu'est-ce que le plancton? Alors le plancton, c'est tout ce que la définition du plancton, c'est tout ce qui vit dans l'eau de mer, toute la vie qui est dans l'eau de mer et qui ne peut pas résister contre le courant. Et en fait, c'est marrant parce que les biologistes, on dit souvent qu'ils étudient ce qui leur ressemble. Et moi, j'ai un esprit qui dérive beaucoup. Donc je sais jamais. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au plancton, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et quand on n'arrive pas à faire des choix dans la vie, c'est très bien d'étudier le plancton, parce que le plancton, c'est l'organisme qui est perdu par excellence et qui en fait, qui sait pas où il va, qui est juste dans le flot du courant. Et c'est très compliqué, donc ça correspondait bien à mon caractère. Est-ce que tu peux dire Celle-là? Oui. Pouvez-vous nous parler de Tara et quelle expédition vous avez faite? Alors Tara, c'est ce bateau-là. Hein. Et c'est un bateau qui a été fabriqué en 1989, donc qui a 35 ans aujourd'hui. Et moi, en 1989, j'avais 18 ans. Donc c'est quand même un assez vieux bateau. Enfin, j'ai 18 ans de plus que Tara. Et la première rencontre, c'est marrant parce que la première fois que j'ai rencontré Tara, c'était en 1994. Tara avait 5 ans. Et moi, je faisais un master à cette époque-là à Tahiti. C'était la première fois que j'ai commencé à faire de l'océanographie. J'étais à l'université de Genève, mais j'ai fait un master à Tahiti pendant 1 an. Et là, j'avais rencontré Jean-Louis Etienne, qui était arrivé avec Tara à Tahiti. Et puis moi, je connaissais pas du tout ni Jean-Louis Etienne ni Tara. Et puis il m'avait proposé, je me rappelle, de rentrer en France sur le Tara. Et moi, j'étais en plein master, j'avais pas pu, quoi. J'avais pas osé quitter mon travail. Et puis après, j'ai complètement oublié Tara. Et puis après, justement, avec la rencontre d'Éric Carcenti. Alors, Éric Carcenti, c'est un extraordinaire biologiste cellulaire et moléculaire, mais qui est aussi un très grand marin. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce bonhomme vers la fin de sa carrière académique. Maintenant, il est à la retraite, il s'occupe de ses petits-enfants. Mais à cette époque-là, il voulait raconter tout ce qu'il a compris sur le vivant, sur un beau bateau à voile. Et il rencontre les gens de Tara et il leur demande s'il peut utiliser le bateau. Et Étienne Bourgeois, qui est le propriétaire de Tara, lui dit « Ok, mais vous devez faire une expédition scientifique ». Et donc là, à cette époque-là, il a rencontré quelques personnes. On s'est vite rassemblés autour d'Éric. Et on est parti pour cette extraordinaire expédition qui a duré 4 ans. Et donc ça, c'était en 94. Et voilà. Et aujourd'hui... non, pardon, c'était en 2008. Donc ça fait 15 ans maintenant que je travaille avec Tara et qu'on a fait plusieurs expéditions. Donc je voulais juste vous montrer 2-3 images. Je ne sais pas si ça tourne. Ah, non. Ça n'a pas l'air de... Je ne sais pas si ça marche avec ça. Ah oui, ça marche. Ok, donc voilà. Ça c'est... Oui, juste pour vous montrer. Donc moi j'ai fait la première expédition, j'étais très impliqué dans la première expédition qui s'appelle Tara Océan, qui était un tour du monde du plancton. Et puis après, il y a eu une expédition qui s'appelait Microplastique, qui était en Méditerranée. Après, il y a eu Tara Pacifique.
sur les coraux dans tout le bassin pacifique, à laquelle j'ai aussi contribué. Et puis finalement, après, il y a eu la mission microbiome qu'on a organisée en plein Covid pour étudier le plancton et tout ce qui est invisible plus près de la côte. Ça, c'est des images en 2021 au Chili. C'était un peu compliqué parce qu'on a dû partir pendant le Covid. Ça, c'était un peu plus tard. On avait fait tout le tour de l'Amérique du Sud. Là, on était en Antarctique, sur la péninsule antarctique. Et puis après, on a relongé la côte africaine pour revenir à l'Orient. Et puis ça, c'est la dernière mission que j'ai dirigée, qui s'appelle Tara Europa, où là, on a étudié vraiment l'interface entre la terre et la mer, de la Finlande, enfin sur toute la côte européenne, de la Finlande jusqu'à la Crète. Et donc là, on voit que les eaux sont beaucoup plus chargées. Elle est très belle cette photo parce qu'on voit là, il y a une couche, je pense, d'eau très boueuse qui vient d'une rivière qui est de l'eau douce. Et puis juste en dessous, là, on voit le phytoplancton. Donc on voit Tara là qui découvre la vie en fait sous cette eau boueuse. Et voilà, tout ça c'était en juin 2024 cette année. Donc vous avez fait 3 expéditions? Plus que ça. il y en a bien eu 4 ou 5 quand même. Mais après, bon, moi j'étais pas tout le temps à bord. Hein. Est-ce que les microbes et les bactéries sont du plancton? Alors oui. Alors je sais pas est-ce que j'avais des. Oui, non, ça c'était. Donc le plancton, oui. Ben, le plancton, c'est tout ce monde qui dérive. Mais ce qui est beau dans le plancton, c'est que ça contient tout l'arbre de la vie, des microbes, des virus, énormément de virus, ce qu'on appelle des prokaryotes, donc des bactéries, des archées, et puis aussi des cellules complexes comme les nôtres, qui sont soit à l'état d'une seule cellule, soit à l'état de plusieurs cellules. Et donc la seule chose qu'il n'y a pas dans le plancton, c'est des plantes comme on a sur Terre. Mais sinon, il y a tout le vivant dans le plancton. Donc c'est très compliqué. C'est un vrai écosystème. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas du tout écrit dans nos questions. En SVT, on étudie en ce moment les cellules. Et justement, je me demande, est-ce qu'il y a des planctons qui vont créer d'autres... je crois qu'il n'y avait pas des planctons qui étaient exactement de la même forme que d'autres êtres vivants et qui vont créer des êtres vivants ou des cellules, je ne sais pas. Qui sont de la même forme qu'un... Par exemple, est-ce que... Du mimétisme, non. Bon, je ne sais pas ce que j'ai pensé, mais c'est pas grave. On en reparlera après, quand ça reviendra. Voilà. Est-ce qu'il y a des grosses différences de taille entre les différents planctons? Alors voilà, là, je vais vous montrer un petit film marrant qui c'est de la microscopie électronique. Et puis on va zoomer d'un gros plancton, enfin qui fait juste quelques millimètres, enfin, ou même pas, qui fait juste 2 millimètres, jusqu'à une bactérie. Et donc je ne sais pas si ça marche comme ça. Ah non. Je crois qu'il faut que je lance ici. Donc on voit en fait, là on voit un copépode qui fait à peu près 2 mm. Et puis on zoome sur ça c'est une diatomée. Je suis sûr que Paul vous en a parlé. Que Sinodiscus. Et puis on zoome. Enfin, donc le gars qui a fait ça, il a pris plein de photos de microscopie électronique. Et donc on voit d'un copépode vers une diatomée et sur... La dernière étape, c'est une petite cellule qu'on voit qui est une bactérie. Donc là, il y a un facteur 1000. 1000, c'est beaucoup. Et en fait, si vous regardez ce schéma qu'on avait fait, pour expliquer mieux ces histoires de taille, 1000, ça fait à peu près d'une petite souris. Donc là, ça fait 10, 100, 1000. Donc c'est comme pour une petite souris, quelque chose qui fait 100 mètres. 100 mètres, c'est beaucoup, hein, c'est le premier étage de la Tour Eiffel. Et ça, c'est juste une toute petite partie du rang de taille du plancton. En fait, il y a encore des tailles beaucoup plus petites. Il y a des virus qui font quelques nanomètres, donc ils sont encore 100 fois plus petits. Et puis il y a les plus grands organismes de la planète. Il y a des colonies de siphonophores qui font 50 mètres. Donc en fait, c'est l'écosystème où il y a les plus grands rangs de taille, de différence. Donc c'est compliqué d'étudier ça. Et du coup, justement, comment est-ce que vous faites pour étudier une espèce de plancton? Alors, comme justement, il y a tous ces différences de taille, ce qui est très compliqué, c'est le problème de ce qu'on appelle l'écologie. Hein. C'est comment étudier tout ça en même temps. Et en fait, l'océanographie biologique, la base de la base, c'est comment on va filtrer, comment on va concentrer. Parce qu'en plus, le plancton est très dilué. Contrairement à une forêt ou dans les sols où la vie est très, très dense, dans l'océan, c'est quand même très dilué. Et donc, il faut concentrer cette vie.
Et tout le problème de base de l'océanographie, c'est comment on va concentrer la vie. Et comment on va faire différentes fractions de taille et continuer quand même à pouvoir maintenir, l'étudier de manière quantitative, donc avec des bons chiffres qui correspondent à ce qu'il y avait dans l'océan, en fait. Et donc la base, c'est les filets. Je crois que je vous ai montré. Ah oui. Oui, c'était juste pour vous dire là quand même qu'il y a beaucoup de plancton hein, dans un litre d'eau de mer. Dans un litre d'eau de mer, il y a un minimum de 1 à 10 milliards d'organismes. C'est entre 1 à 10 milliards d'organismes partout, en comptant les tout petits, les virus. Donc c'est énorme. L'eau de mer est pétrie de vie. Et ça, c'est juste un slide pour vous montrer. Ça, c'est le monsieur qui a inventé le mot plancton. C'est un chercheur allemand. Et il était obsédé, il voulait absolument justement quantifier la vie dans l'eau. Et donc il a inventé plein de toutes sortes de filets que vous voyez ici pour essayer de quantifier le nombre d'organismes qu'il y avait dans un certain volume d'eau. Donc c'est la première personne qui a fait vraiment de l'écologie du plancton. Et, donc en fait voilà. Puis après lui en fait on a inventé toutes sortes de types de filtration, des filets. Mais on filtre quoi. On pompe et on filtre. Pourquoi dit-on que le plancton est la matrice de la vie sur Terre? Alors moi j'aime pas trop je sais pas où vous avez trouvé ça, mais en fait je pense qu'on peut pas trop dire que c'est il n'y a pas eu beaucoup d'inventions du vivant dans le plancton. Par contre c'est énorme, c'est le plus grand écosystème de la planète, hein, parce que les océans c'est les 2/3 de la planète et puis après c'est très profond. Je ne me rappelle plus quelle est la profondeur moyenne de l'océan, mais c'est 5000 mètres, je crois. Et donc, c'est complètement gigantesque. En fait, c'est énormément de vivants. Donc, c'est plutôt un réacteur du vivant de la planète. Je ne pense pas que ça soit la matrice, l'origine de la vie. Mais c'est très compliqué et c'est très, très important pour l'écologie, par contre. Je ne sais pas si... Pouvez-vous expliquer ce qu'est le cycle de l'azote et le cycle de l'oxygène et comment le plancton les ont influencés? Oula. Ça c'est... Alors, ah oui, je reviendrai après sur ces quelques images parce que ça vaut le coup quand même. Oui, ça c'était juste pour vous montrer, pour vous dire déjà que, pour illustrer le fait que dans n'importe quelle petite goutte d'eau ou dans n'importe quel petit litre, on a vraiment ce qu'on a découvert dans Tara, en fait, c'est qu'on a tout l'arbre du vivant. C'est assez extraordinaire quand même que toute la diversité qu'on connaît, toutes les grandes branches du vivant qui ont évolué depuis 4 milliards d'années, sont dans chaque litre d'eau de mer et se déploient dans chaque litre d'eau de mer à l'échelle planétaire. Alors, les cycles ce qui est très... Juste pour vous essayer de simplifier beaucoup le truc, c'est que, mais je pense que Paul a dû vous en parler aussi, mais en fait, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est qu'on essaie de comprendre comment la planète marche, donc de faire de l'écologie de la Terre. Et donc on doit toujours réfléchir entre l'atmosphère, l'hydrosphère, donc tout ce qui est eau et glace, la géosphère, donc tout ce qui est la roche et l'intérieur de la Terre, et cette fameuse biosphère, donc tout le vivant. Et en fait, on essaye maintenant de réfléchir, on ne fait pas tellement de limites entre la vie et on essaie de comprendre en fait comment les atomes, vous savez le tableau de Mendeleïev qu'on a tous appris à l'école, comment il est distribué entre ces compartiments et quels sont les flux de ces atomes en fait entre ces compartiments de notre planète. Et donc pour l'oxygène, ce qui est assez frappant en fait, c'est que donc il y a beaucoup d'oxygène dans la lithosphère, hein, il y a les silicates qui sont bourrés d'oxygène. Après il y a beaucoup d'oxygène dans l'eau, H2O, il y a de l'eau, hein, c'est eau. Et puis il y en a beaucoup dans l'atmosphère, bien sûr, il y a 20% d'oxygène dans notre atmosphère, c'est pour ça qu'on peut faire des enfants, hein, pour faire marcher un placenta, il faut beaucoup d'oxygène. Et puis il y en a, mais par contre il y en a pas beaucoup comparativement dans la biosphère. Mais ce qui est super impressionnant, c'est que il y a beaucoup d'oxygène en fait qui est bloqué dans ces compartiments, qui va jamais être disponible, qui va être bloqué pour des millions d'années ou des milliards d'années. Et il y a une partie de l'oxygène en fait qui lui est mobile.
Et donc la réaction la plus importante de la vie, c'est cette fameuse photosynthèse, qui, à partir du gaz carbonique et de l'eau, hein, CO2, donc ça c'est le problème actuel, plus l'eau, il y en a beaucoup, eh ben, le vivant a réussi à faire de la matière vivante et de l'oxygène. Donc ça c'est extraordinaire, donc ça a été inventé. Ce qui est marrant, c'est que la Terre a vécu sans cette réaction pendant la moitié de sa vie, et tout à coup, la vie arrive à faire cette réaction magique, qui est le truc le plus important, pour nous en tout cas. Et donc en fait, tout l'oxygène moléculaire, atmosphérique, est créé par le vivant. C'est la seule manière de créer de l'oxygène, c'est la vie. Et ce qu'on a découvert avec les images satellites que vous voyez ici, en fait, quand j'ai commencé ma thèse, en fait, il lançait ses premiers satellites, et on a commencé à comprendre que le phytoplancton, donc c'est justement ces cellules qui font la réaction de photosynthèse, qui ont existé bien avant les plantes, eh ben, ont oxygéné toute l'atmosphère terrestre. En fait, souvent on dit que, alors aujourd'hui, il fait autant d'oxygène que toutes les forêts, mais sur l'histoire de la Terre, il a produit beaucoup, beaucoup plus d'oxygène que les plantes terrestres, qui sont relativement récentes. Et donc en fait, dans l'atmosphère, je ne sais pas combien de bouffées sur 100 sont des bouffées produites par le plancton. Donc voilà, l'oxygène, il est vraiment régulé par le vivant. Okay. Et comme le carbone, en fait, donc ça c'est très très important. Ouais. C'est super intéressant. Et est-ce qu'il reste beaucoup de micro-organismes à découvrir ? Alors oui, des tonnes. Donc si vous voulez avoir un boulot, il faut se lancer dans ce qu'on appelle l'étude des microbiomes. En fait, juste pour vous dire, là je voulais vous montrer quelques images de ces microbes. Donc quand vous regardez du plancton sous une loupe, la première image que vous avez, c'est quelque chose comme ça. Et après, si vous avez, si vous regardez d'un peu plus près, mais ça c'est toujours à la loupe, vous pouvez voir toutes sortes d'organismes un peu comme ça. C'est très beau, en fait, c'est magnifique. Ça c'est des images, par exemple, que j'ai prises pendant ma thèse. J'ai fait toutes mes études de thèse sur ces organismes, qui s'appellent les foraminifères. Ah oui, alors ce qui est extraordinaire dans l'océan, c'est qu'il y a des cellules. Donc ça, chacun de ces organismes, c'est une seule cellule. Comme on en a, pardon. Ouais. Ouais. Oui, c'est des cellules en fait qui sont capables de faire des extra. Enfin, il y a des organes. Vous allez voir, il y a des organes intracellulaires. Il y a des organes qu'on appelle des organelles, comme un cœur, un foie, mais qui sont à l'intérieur d'une cellule. Et puis après, c'est des cellules qui sont beaucoup plus compliquées que les nôtres. Et la plupart de ces cellules ont des génomes beaucoup beaucoup plus grands que le nôtre. Là, ces cellules-là, elles ont 40 000 gènes. Pour faire fonctionner un humain, il y a 25 000 gènes dans l'ADN. Il y a certaines de ces cellules qui sont... Alors, on n'est pas du tout complexe au niveau cellulaire, en fait. Et donc ça, c'est extraordinaire. Il y a une myriade, une richesse extraordinaire de cellules qui flottent dans l'océan, qui sont beaucoup plus complexes que nous, au niveau génomique, cellulaire. Ce qui est une pure merveille. Donc ça, c'est ce qu'on voit encore à la loupe. C'est des cellules géantes, qui peuvent faire jusqu'à presque 1 millimètre. Après, voilà, ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est les cellules aussi qui font ça. Tout ça, c'est une seule cellule, qui fait ce petit squelette à l'intérieur de la cellule et qui va l'assembler à l'extérieur de la cellule. Ça, c'est beaucoup plus petit, c'est de l'ordre de quelques microns. Ça s'appelle des coccolithophores, ça fait du calcaire. Et puis après, il y a toutes sortes de cellules aussi qui font des squelettes en verre. Ça, c'est de la silice, donc la spécialité de Paul. Des squelettes de verre à la température de l'eau de mer. Et là, je vous montre que ce qui est visible, ce qui est magnifique, ce qui est extraordinairement complexe. Mais derrière ça, il y a plein de cellules. Et en fait, on connaît pas, je pense, 90% des microbiomes. Donc les microbiomes, c'est toutes ces cellules invisibles qui ont fait le monde bien avant qu'on arrive. C'est le sujet du siècle, pour moi. Il y en a dans les sols, il y en a dans les forêts, il y en a partout. Il y en a dans le corps humain. Et on est en train de le découvrir. Donc c'est génial, tout est à découvrir. C'est vrai que certains planctons peuvent faire assimiler, digérer les microplastiques ? Oui, en fait de plus en plus. Pendant longtemps, il y avait un mystère parce on a calculé les flux de plastique qui entraient dans l'océan, dans les grands fleuves, par les fleuves en fait. Et puis on calculait après. Alors on faisait ça surtout au niveau des microplastiques, qui sont des assez gros plastiques en fait, qu'on voit à l'œil nu. Et ce qu'on voyait en fait, c'est on calculait ce qui sortait des fleuves et puis ce qu'on trouvait dans l'eau, et puis en fait il manquait 98% de ce qui arrive dans l'eau.
Donc les plastiques sont quand même assez rapidement dégradés et deviennent des nanoplastiques. Et même maintenant, on sait de plus en plus, sont complètement digérés par des bactéries en fait. Mais le temps, après, il y a aussi pas mal de plastiques qui se concentrent dans des plus gros organismes et qui sont des molécules dangereuses en fait pour les plus gros organismes. Mais en gros, quand même, le système recycle les plastiques, ce qui est pas mal. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les planctons ils peuvent fabriquer les falaises? Alors, il fallait ça, j'ai un... Ah oui, ce que je voulais juste vous dire encore, parce que ce qu'on a fait dans la dernière expédition de Tara, c'est qu'on a travaillé avec un laboratoire qui s'appelle l'EMBL, et qui est peut-être même le meilleur laboratoire au monde en biologie cellulaire et moléculaire. C'est un peu comme le CERN. Il y a 6 sites, dont un site principal à Heidelberg, et on a réussi grâce à... Parce que Eric Carcenti, le Père Noël que je vous ai montré tout à l'heure, il venait de l'EMBL. Et en fait, on a ramé pendant 15 ans à montrer un peu que le plancton c'est intéressant, et maintenant, ça y est, l'EMBL a construit un laboratoire mobile extraordinaire qui peut s'ouvrir en fait. Vous pouvez voir ça sur Internet, mais donc il devient un gros laboratoire, et dedans, il y a plein de microscopes hallucinants, et notamment... des microscopes qui nous permettent de voir justement l'intérieur. Ça, vous voyez l'intérieur d'une cellule de plancton. On appelle un dinoflagellé. Et on peut voir, en cryomicroscopie, on peut voir l'intérieur de ces cellules en 3D. On voit toutes les organelles, vous allez voir. On peut même compter les atomes. On peut aller au synchrotron avec la X-ray. Vous savez, dans le grand synchrotron à Grenoble, pour voir tous les atomes qui constituent cette cellule. Et donc ça, c'est une révolution. C'est une révolution, c'est encore plus grand que la révolution, je pense, de l'ADN, parce qu'on voit vraiment les fonctions de toutes ces cellules qui font la planète, en fait, hein, qui sont beaucoup plus importantes que nous au niveau écologique. Donc ça, on vient de faire ça. Moi, c'est peut-être ma plus grande fierté d'avoir participé à pousser le MBL à la mer. Et pour revenir à la question, qu'est-ce que c'était Comment est-ce qu'il fera... Ah oui, les falaises. Les falaises, c'est entre autres ces organismes. Par exemple, ça, c'est les falaises d'Étretat, non, là, on est, je pense, au Douvres, en Angleterre, c'est de l'autre côté. Mais ça fait partie du même massif qui s'est ouvert il y a 20 millions d'années, je crois, à peu près. Et donc là, les falaises, elles font à peu près 100 mètres de haut. Et ça représente 30 millions d'années de cette petite, enfin pas de celle-ci, mais de cette famille de cellules qui s'appelle les coccolithophores. Et ici, vous voyez un coccolithophore c'est une microscopie. Donc cette cellule-là, elle est toute petite. Elle fait juste 4 microns. C'est vraiment tout petit, plus petit que nos cellules. Et vous la voyez fabriquée ici à l'intérieur de la cellule, ces petites plaques de calcaire là, incroyables. On pense que ces petites fentes ici là servent à empêcher l'UV en fait de pénétrer, parce que typiquement c'est des objets photoniques en fait qui seraient comme une crème solaire pour la cellule. Et donc ça c'est une cellule, vous voyez en fait ici là vous voyez la mer Noire, n'est-ce pas, qui est blanche parce qu'elle est pleine de cette petite cellule. Et cette petite cellule là, donc ce groupe là en fait dans le Crétacé, c'est pour ça qu'on appelle le Crétacé, c'est parce que c'est la craie à fabriquer, il y avait encore beaucoup plus d'espèces de ces cellules, elles étaient beaucoup plus abondantes, elles vivaient, elles florissaient dans ces zones du bassin parisien, en fait, qui était très tropical à cette époque, et on fait ces falaises. Donc on voit, en fait, ce qui est impressionnant dans ce truc-là, c'est qu'on voit qu'on a même nous, avec notre puissance humaine, hein, de transformation, la construction des buildings, on n'a jamais fait encore ça. Hein. C'est énorme, ça. New York, c'est vraiment tout petit par rapport à ça, quoi. Donc on n'a pas du tout transformé le monde autant que certaines de ces cellules. Ouais. Et il me semble que j'ai lu que justement c'était parce que c'était sous la mer à un moment donné et que c'est un dépôt de... Oui, donc tout ça, oui, bien sûr, donc tout ça, il y avait de l'eau, ouais, okay. Il y avait de l'eau dessus. C'était justement, c'est proche des côtes parce que c'était pas moins de 100 ou 1000 mètres de profondeur ou un truc comme ça. C'était pas très profond, c'était 200-300 mètres, ouais. Okay. C'était un espèce de paradis des coccolithophores. Et oui, bien, en fait, la plupart, il y a beaucoup de montagnes, hein, tous les Alpes, c'était sous l'eau. Ça, c'est la tectonique des plaques qui remet la mer dans la terre, sur la terre. Est-ce que le plancton est menacé par l'acidification des océans ?
Ces cellules-là, qui font du calcaire, ça peut être plus compliqué pour elles. Mais en même temps, mais il y a des tas de cellules qui ne seront pas impactées. Mais non, c'est sûr que l'acidification va changer le plancton. Ouais. Comme la chaleur, comme le manque d'oxygène. Oui, surtout celles qui font du calcaire. Parce que vous savez, quand on met une coquille calcaire dans du Coca-Cola, ou enfin quelque chose d'acide, vous voyez des petites bulles. Et du coup, à quel point ça peut nous impacter, nous, et impacter le monde du vivant? Par exemple, ces cellules-là, comme elles sont assez lourdes, eh bien, elles peuvent s'accrocher à ce qu'on appelle la neige marine. Donc, dans le plancton, en fait, quand le plancton meurt, ça s'agrège, ça fait des petits agrégats. Et quand les agrégats sont lestés par des petites coquilles, ils coulent plus vite. Et une des grandes fonctions oui, quand je vous ai parlé du cycle de l'oxygène, ce qui est important, c'est que la matière crée la matière organique, le vivant, et il coule au fond de l'eau. Et il va justement créer ces falaises. Et c'est ce mécanisme-là qui a enlevé du CO2 et a permis d'enrichir l'atmosphère avec l'oxygène. Ouais. Donc ça s'appelle la pompe à carbone. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très, très important. En conclusion, quel est l'impact du plancton sur le climat? Là, je vais demander à Paul de... Non, le problème, en fait, c'est plus compliqué. Le climat, c'est juste l'atmosphère, en fait. Hein. C'est juste les flux atmosphériques. Enfin, non, c'est pas la météo, mais le climat, c'est des échelles temporelles qui sont assez courtes. Et ce dont je vous ai parlé, là, c'est parfois des échelles de temps très longues. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne connaît pas encore bien le plancton. Comme je vous ai montré, il y a des tas d'organismes qu'on ne connaît pas encore, donc on ne sait pas encore bien comment ça marche, en fait. Il y a une chose, par exemple, qu'on avait découvert dans le plancton, c'est qu'il crée des petits gaz qui s'appellent du diméthyle de sulfure, de soufre, en fait. Et ce petit gaz, par exemple, qui est créé beaucoup par le plancton, il monte dans l'atmosphère et lui, il a un effet climatique direct, c'est-à-dire qu'il va jouer sur la nucléation des nuages. Et il va jouer aussi sur il va absorber la radiation du soleil. Donc il y a des mécanismes très directs qui peuvent assez vite changer le climat, je pense. Mais après, il y a des mécanismes aussi plus lents et qui eux, sont aussi très, très, très importants, comme cette pompe à carbone. Le problème du plancton, c'est qu'on connaît pas, on le connaît encore assez mal, en fait. Et, ouais. Oui, oui. Juste donner un exemple qui montre qu'il y a une relation, il peut y avoir une relation directe, quoi. Puisque j'ai appris qu'il y avait des glaciologues, vous vous souvenez qu'on a fait des carottes de glace. Et dans ces carottes de glace, donc on a été capable de reconstituer la température au moins la formation par des techniques isotopiques, je passe là-dessus. Mais la glace, donc au départ la neige, enferme des bulles d'air. Elle se tasse et elle fait de la glace. Et la légende raconte que, c'est pas tout à fait une légende d'ailleurs, quand Claude Lorius, qui est un fameux glaciologue, décédé récemment malheureusement, et Claude c'était un type extraordinaire, donc il opérait avec les soviétiques à l'époque, sur le plateau de l'Antarctique, ça s'appelle à Vostok, tout à fait en haut du plateau. Et donc ils ont remonté les premières carottes, les soviétiques étaient géniaux pour extraire, sans les briser, ces carottes de glace. Et donc quand les carottes sont remontées, en fait ils ne savaient pas trop que faire de ces carottes. Et puis, la légende raconte que, pour fêter l'événement, Claude Lorius, qui était avec eux, a mis un petit morceau de sa carotte. Alors, je ne sais pas si c'était du whisky ou peu importe, mais il a vu apparaître des bulles. Il s'est dit, waouh, voilà, ce sont les archives du climat, puisque ça va me permettre de remonter à la concentration de l'atmosphère dans les temps anciens. Ça marche? Du coup, un autre collègue, qui s'appelait John Martin, c'était un Américain qui était polio comme moi, il est décédé malheureusement il y a quelque temps. Lui a une idée géniale. Quand vous regardez l'Antarctique, décidément on aime beaucoup le Grand Sud, hein, plus que le Nord parfois, et on regarde le plancton, le phytoplancton dont parlait Colomban tout à l'heure, et pour que le phytoplancton pousse, il faut de l'énergie solaire.
comme l'a dit Colombo, et aussi des matières nutritives, quoi. Et dans l'Antarctique, il y en a plein, il y en a des masses, quoi. Donc ça devrait être un océan génial pour le phytoplancton. Mais il n'est pas tout à fait aussi génial qu'on le voudrait. Il n'est pas capable d'épuiser sa ressource nutritive, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il manque d'un petit poil d'un truc qui intervient dans la biochimie, c'est du fer. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du fer dans l'eau de l'Antarctique ? Parce que, tout simplement, le vent qui entraîne les poussières, au-dessus du Sahara par exemple, il a beau souffler violemment au-dessus de la calotte glaciaire de l'Antarctique, ça ne sert à rien parce que c'est glacé. Donc il y a un déficit en fer. D'où John Martin a eu l'idée, si j'ensemence l'Antarctique en fer, je vais aider le phytoplancton à pousser. Par photosynthèse, il va pomper le CO2 de l'atmosphère, vous me suivez ? Et je vais faire un âge glaciaire en relation avec le climat. Pourquoi ? Parce que les âges glaciaires que vous avez évoqués rapidement tout à l'heure, là, enfin glaciaires interglaciaires, qui sont dus effectivement à une évolution cosmique, hein, pour simplifier, quand la Terre est plutôt englacée, en quelque sorte, quoi, il y a peu de CO2 dans l'atmosphère, et donc il fait froid. Quand il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, il fait chaud. D'accord ? Donc John Martin dit, si je pompe le CO2 de l'atmosphère, c'était un peu une provocation, je vais faire un âge glaciaire. Est-ce que ça marche ? Alors on a fait des expériences de ce genre, on a fertilisé des morceaux d'océan, petite surface bien sûr, hein, en fer, et ça a marché. Quand on a ensemencé ces petits bouts d'océan austral en fer, on a vu le CO2 dans l'atmosphère qui diminuait. Donc il y a bien une relation directe entre le plancton et le climat, puisque si vous excitez la photosynthèse, vous pouvez pomper davantage de CO2 dans l'atmosphère dans un premier temps. Je ne sais pas si j'ai illustré la question. Ça marche ? Je laisse moi la suite. Il avait écrit tout ça dans sa chair. Nous, on se demandait, c'est quoi votre plus beau souvenir d'expédition ? Ah. Je crois que c'est... Ouais, moi, sinon, ce qui m'a clairement le plus marqué, c'est pas tant sur Tara, parce que sur Tara, on peut pas beaucoup regarder le plancton, parce que c'est un petit bateau, ça bouge beaucoup, on échantillonne beaucoup. Mais c'est plus avant, quand j'ai commencé en fait à... En fait, j'avais été largué sur un grand transect au tout début de ma thèse. Je savais même pas ce que c'était que le plancton. On m'avait donné... je vous ai dit, j'étais complètement perdu. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'hésitais entre le piano, devenir instituteur. Et donc, je me voilà sur un bateau anglais qui partait de Plymouth et qui allait dans les îles Falkland, les Malouines. Donc et j'ai été largué là-dessus. D'ailleurs, c'était la première fois que la NASA commençait à calibrer le premier satellite qui faisait les couleurs de l'océan. Donc il y avait toute l'équipe de la NASA et puis moi avec mon petit filet à plancton qui savait même pas ce qu'il allait regarder. Et puis tous les jours, j'ai fait un trait de filet à plancton et je regardais et je triais du plancton tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait même à reconnaître mes organismes. J'étais vraiment complètement... Et là, j'ai passé des moments extraordinaires dans l'océan du Sud, quand il fait très chaud. Je passais toute la journée à regarder ces formes qui sont extrêmement belles que je découvrais. Et puis la nuit, en fait, c'est la nuit quand on est sur ces bateaux, qu'on est complètement habitué à l'océan. Et là, souvent, j'allais me coucher sur le pont du bateau dans cette chaleur tropicale et le ciel. Donc on regarde le ciel, un ciel qu'on ne reconnaît pas, en fait, avec plein d'étoiles. Après avoir regardé le plancton, regarder le ciel, ça, c'est des moments très précieux. Waouh, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question ? Moi, j'avais une première question. C'est tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait que le plancton, ça pouvait faire de quelques minuscules à très gros. Alors, du coup, je me dis, mais c'est quoi le plancton ? Enfin, qu'est-ce qu'on appelle le plancton ? Pourquoi ça peut être très gros, ça veut dire ça peut faire plusieurs mètres ? Ouais, ces colonies là de siphonophores qui sont un peu comme des coraux flottants. Ouais. Ça fait 50 mètres. Et ça, c'est les plus grands animaux du monde. Et alors comme en fait c'est du plancton parce que la définition, mais c'est un peu bête, comme dès qu'on essaie de faire dès qu'on essaie de séparer le vivant, souvent c'est un peu bête. Et donc là on s'est dit tout ce qui est plancton, c'est tout ce qui flotte. Donc c'est tout ce qui peut pas résister en fait au flux, au courant. Tout ce qui n'a pas la capacité de c'est par opposition en fait au necton.
Et le nekton, c'est tout ce qui nage et qui peut rester à un endroit de l'océan. D'accord. Donc Le plancton, poisson, c'est tout ce qui... du nekton et tout le reste, en fait, Tout le reste, c'est du plancton. qui part. Ouais, mais en fait, le plancton et le nekton sont complètement liés. Et puis dans le plancton, il y a plein d'organismes qui nagent aussi. Mais du coup, les méduses. Donc c'est une définition un peu comme un petit peu. Bon. Et les méduses Ouais. alors? Ouais, du coup, les méduses. Les méduses, c'est du plancton. Ah oui. Ouais. Ah, les méduses, c'est du plancton. Plancton, ouais. Et tous les animaux ont un stade de vie planctonique, même les baleines, parce qu'à un moment donné, enfin non, pas les baleines peut-être, mais non, pas les baleines. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de poissons qui, par exemple, qui relarguent leurs œufs dans l'océan, puis il y a plein d'animaux qui ont un stade de vie planctonique. Ah, mais Et nous avons ça. tous été une cellule, hein, je vous ferai remarquer. Moi, j'y pense tous les jours. Tous les jours, j'ai une profonde conscience que j'ai été unicellulaire. Et ça m'aide beaucoup. Ma question, c'est est-ce que c'est le plancton qui donne la couleur ou les couleurs de la mer? De l'océan? Oui. Ouais, je crois que j'avais mis. Ah voilà, ouais. Ouais, bah, oui, en fait, toutes les couleurs de la mer sont dues à la vie qui est dans l'eau. Et en ce moment, d'ailleurs, voilà, la NASA a lancé au printemps passé un nouveau satellite qui s'appelle PACE pour Plankton Aerosols, et qui prend, qui pour la première fois va prendre tout le spectre de la lumière réfléchie de l'océan. Donc on va pouvoir avoir la quantité et la qualité de la lumière à un beau niveau de résolution sur tout l'océan, ce qui est très important. Donc ça a coûté très très cher. Alors le problème, c'est qu'ils ne savent pas trop ce qu'il y a dans l'eau, donc ça c'est un peu embêtant. Donc, parce que le problème, c'est qu'il va falloir calibrer ce satellite quand même. Et donc là, c'est assez amusant. Donc moi, j'attends une réponse de la NASA parce qu'on a proposé de mesurer le plancton avec des bateaux à voile pour justement être suffisamment agile et pouvoir mesurer le plancton chaque fois que le satellite passe au-dessus de la tête du bateau. C'est entre midi et 14h, quand il n'y a pas de nuages. Et parce qu'un bateau océanographique, c'est très cher, c'est 40 000 € par jour. Donc Est-ce que vous pouvez nous parler des blooms, ces explosions de vie qui surviennent dans les océans? Et est-ce que ça a un rapport... parce qu'il me semble qu'il y avait des diatomées dedans. Comment est-ce que... Ouais. Bah, les blooms, c'est... C'est tout ce qu'on voit ici, par exemple. Là, je pense que ça doit être le... Je sais pas quelle côte c'est, ça. Peut-être l'Amérique du Sud, non? Ah non, je sais pas. Enfin bref, oui, donc dès qu'on voit des efflorescences de phytoplancton, on peut justement les voir par satellite parce qu'ils sont très denses et qu'ils absorbent une partie de la lumière avec les pigments de photosynthétique. Et donc en fait, voilà, il y a parfois ces phénomènes d'efflorescence. Alors c'est des phénomènes qui peuvent être réguliers chaque année, qui se répètent. Parfois c'est aussi un peu comme des cancers dans un corps, je pense. C'est-à-dire c'est une anormalité du système qui se dérègle. L'équilibre en fait du système ne marche plus et il y a un organisme qui commence à pousser comme un cancer. Et donc là, c'est quand le système va pas bien, bien sûr. Là, faudra arrêter. Clémence, faudra arrêter. Quand vous regardez bien, vous voyez donc ces taches colorées qui sont du plancton, comme dit Colombon. Vous voyez, il y a plein de circonvolutions, là, d'accord? Vous les voyez? Des tourbillons. Hein. Eh bien, c'est dû en fait au courant. Parce qu'il y a plein de petits courants comme ça, de turbulences dans l'océan, ce qui montre que bien le courant est passif, il suit les courants. Voilà pourquoi on appelle plancton, ça flotte. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va inviter Yolène Delavigne maintenant.